tous pour le Zoom de ce soir. Nous recevons une figure connue à TV Liberté, Stéphanie Bignon. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Élise. Alors on vous connaît quand même déjà un petit peu, on sait que vous êtes ingénieure et agricultrice, mais je vais dire paysanne parce que je crois que vous préférez ce terme. Et vous êtes également présidente de Terre et Famille. Et aujourd'hui, on va s'atteler justement à ce sujet de l'agriculture puisque vous présentez avec votre association un programme pour refonder l'agriculture qui est en train de vivre une crise absolument sans précédent depuis de nombreuses années. Et vous allez d'ailleurs, pour commencer, nous parler d'une actualité relativement dramatique de votre région, la Saône-et-Loire, puisque vous, votre exploitation est à Briand. Oui, la Saône-et-Loire connaît une véritable crise. La Saône-et-Loire est un pays d'élevage bovin. On y élève la Saône-et-Loire, sur cette belle terre de Saône-et-Loire, nous avons le pays charolais-brionnais qui est la terre d'origine de cette belle race à viande qui est la vache charolaise, la bête, le bovin charolais blanc, tout blanc. Et je voulais commencer par cette actualité brûlante, comme vous me le proposez, mais justement pour je dirais en quelque sorte, m'apaiser et apaiser les paysans qui souffrent beaucoup, citer Saint-Augustin, la meilleure façon de passer sa vie sur terre et de gagner sa place au ciel, c'est d'être paysan. Donc je dis ça parce qu'en fait nous vivons un drame. Jérôme Laronze, qui était éleveur en Saône-et-Loire, a été tué samedi 20 mai par les gendarmes parce qu'il tentait de fuir parce qu'il était poursuivi pour des raisons administratives liées à sa façon de mener son entreprise agricole. Donc cette histoire est dramatique parce qu'en fait elle est emblématique et elle commence à faire, je dirais, réagir très sérieusement la profession entre guillemets agricole qui vétérinaire, je dirais consommateur de viande et puis nous sommes tous et c'est ce que nous défendons dans notre programme, nous sommes tous viscéralement un peu paysans. On s'en souvient pas forcément très bien, mais on est tous un peu viscéralement. Donc cet événement a été très bien relaté, et là je rends hommage au journal de Saône-et-Loire, qui n'a pas froid aux yeux, et qui est rentré dans l'intimité de cette affaire, contrairement à la presse nationale. Le journal de Saône-et-Loire a publié une lettre qui lui avait été envoyée avant ce tragique accident, par Jérôme Laronze lui-même, où il explique qu'il a été littéralement harcelé par l'administration, à ce point harcelé qu'effectivement il a eu un réflexe de fuite qui l'a emmené en cavale du 11 mai jusqu'au 20 mai, où ça s'est terminé tragiquement par 3 balles dans la peau, si j'ose dire. Donc ce harcèlement, en quoi consiste-t-il ? Aujourd'hui, quand vous élevez du bétail, vous avez des contraintes administratives qui justifient soit l'embauche de quelqu'un, soit votre épouse ou votre époux qui se cantonne à cette activité, soit vous êtes débordé par les événements quand vous êtes tout seul, ce qui était le cas de Jérôme Laronze. Il avait quelques retards dans le traitement de ses papiers et selon les mots du vétérinaire et des vétérinaires maintenant qui commencent à parler, il s'agit d'un véritable harcèlement. Harcèlement au point que les retards étaient l'objet de menaces allant jusqu'à l'euthanasie des troupeaux. Donc parce que vous étiez en retard sur le rebouclage d'un animal qui avait perdu son numéro, ou un exemple donné par un vétérinaire, et là je peux parler aussi parce que je sais ce que c'est que de regrouper des animaux. Quand vous avez des contraintes administratives, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour l'éradication de la brucellose ou de l'IBR, qui sont des maladies bovines, on vous oblige à une visite sanitaire qui doit impérativement être faite entre le 1er novembre et le 30 avril. Il se trouve que vous pouvez avoir vos bêtes en pâture, en liberté à ces périodes, et regrouper des bêtes qui sont en pâture, c'est compliqué. Et ça peut vous amener à être en retard. Eh bien, ce retard, certaines personnes faisant du zèle dans ces administrations que sont la DDPP ou la DSV, DDPP
et qui veut dire en fait direction départementale de la protection des populations. On se demande de quelle population il parle, n'est-ce pas ? Ou la DSV, la direction des services vétérinaires, eh bien, donne des impératifs qui vont jusqu'à dire très bien, puisque c'est comme ça, nous allons euthanasier vos animaux. Donc, si vous voulez, de choc en choc, la pression devient absolument insupportable. Et Jérôme Laronce n'entendait pas vivre son métier d'agriculteur en esclave de ses administrations. Parce qu'il faut quand même voir une chose, c'est que quand on parle d'emploi, quand on parle... ces personnes qui ont quelquefois du mal à rentrer dans les paperasses et dans ce monde très contraignant en dehors de leur véritable métier, on leur suggère tout simplement de changer de métier. Mais ce que ces administrations ne savent pas, c'est qu'un paysan, son métier, c'est plus que son métier, c'est sa façon de vivre. En général, son habitation est sur sa ferme. Il vit avec ses poules, avec ses cochons à deux pas, avec ses vaches autour de sa maison ou pas très loin. Mais en tout cas, sa maison, sa façon... Donc, quand on n'aborde pas l'angle paysan sous cet angle qui va au-delà, ça n'est pas une profession, c'est bien plus que ça. Et là, on a vraiment un choc qui n'est pas évidemment en faveur des paysans. Et je tiens à dire aussi qu'en Saône-et-Loire, nous avons, alors que le mois de mai n'est pas terminé, déjà sur ce mois de mai, 3 suicides et Jérôme Laronce qui a été tué de 3 balles dans la peau. 3 suicides, dont un jeune de 21 ans qui s'est pendu à la fourche de son tracteur. Voilà. Donc l'actualité est extrêmement lourde. Pendu à la fourche de son tracteur parce qu'il n'avait pas réussi son BTS. Et il reprenait son activité, il reprenait l'activité de son père. Donc, on est face à un décalage, si vous voulez. On est face à des gens qui vous demandent de regrouper vos bêtes à telle heure, parce que c'est le calendrier administratif qui l'impose. Mais, ou alors, à ce monsieur qui n'a pas eu le bon papier pour reprendre l'exploitation de son père, on leur dit « non, c'est terminé ». Mais c'est incompréhensible. On est face à un choc, c'est destructeur. Quand on travaille avec du vivant, mais il faut avoir regroupé des bêtes une fois dans sa vie pour comprendre le décalage monstrueux et criminel. Alors, moi je vais très loin. Je pense que ces administrations sont aujourd'hui pas l'inspectrice de base ou l'inspecteur de base, mais que la philosophie ou la démarche, plus exactement, derrière ces contrôles et derrière ce harcèlement, est la volonté de faire disparaître les petites exploitations. Pourquoi ? Parce que notre administration est à la solde des grands groupes financiers et que le but est la financiarisation de notre agriculture, ce qui est effectivement complètement l'antithèse de ce qu'est normalement la paysannerie. Alors justement, on a l'impression qu'ils ont quand même partiellement réussi, puisque vous fournissez dans votre programme des chiffres qui sont, il faut bien le dire, relativement alarmants. On apprend qu'entre 1950 et l'année 2000, le nombre d'agriculteurs a été divisé par 5. Oui. Le nombre d'agriculteurs est divisé par 5. Alors, c'est un drame. C'est un drame parce que, à plusieurs niveaux, c'est une fusée à plusieurs étages. En fait, on est sur une question avec l'agriculture qui va très loin, qui est quasiment philosophique. Quand on commence à travailler sur l'agriculture, en fait, on arrive très très vite à se demander quel statut pour l'eau, quel statut pour l'air, quel statut pour la terre. Et donc, derrière cette absence de volonté de prendre soin de ce qui est vital pour l'être humain et de le comprendre en profondeur, et qui, au-delà même de cette absence de volonté, cette volonté de nuire à ce qui fait la richesse de notre pays, c'est-à-dire des petites fermes qui sont sur des pays qui tiennent compte du paysage, des essences, des saisons, eh bien, vous vous retrouvez avec l'inverse, c'est-à-dire une politique qui consiste à faire des grandes exploitations qui sont tenues par une personne ou deux, parce que les charges sont énormes et sont rendues énormes pour que précisément vous ne puissiez pas revenir à l'embauche de personnel et à des structures plus raisonnables. Donc on vous pousse au gigantisme pour augmenter les masses
augmenter la production et de ce fait être plus en phase avec ce qu'attend le monde financier, c'est-à-dire un prix cassé et aucune importance en ce qui concerne la qualité, évidemment, ni du produit fini, ni de l'animal, et ni du paysan. Alors justement, vous dites aussi dans ces chiffres qui parlent beaucoup, il faut le dire, que désormais les foyers consacrent environ 5%, voire moins, de leur budget pour la nourriture, alors que dans les années 50, ils consommaient à peu près 31%. C'est quand même considérable comme baisse. Est-ce que finalement, vous nous disiez tout à l'heure que de plus en plus de citoyens finalement étaient alertés par la situation des agriculteurs. Est-ce que c'est finalement pas une posture, puisqu'on a l'impression qu'ils ne consentent pas à payer plus cher pour s'alimenter et donc à favoriser des produits locaux, français, bio peut-être, que sais-je? Alors, vous soulevez un problème une question qui est très très cruciale elle est cruciale parce que c'est vraiment la croisée des chemins précisément. On ne pourra pas se sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes tous poussés, consommateurs, producteurs, nous sommes poussés dans une impasse, c'est-à-dire l'absence totale de choix. C'est-à-dire que bientôt, vous ne pourrez pas manger autre chose que ce qu'on vous mettra dans votre assiette, qui sera forcément issu d'une usine à viande, qui n'aura, cette pauvre bête, jamais vu ni le soleil, ni la pluie, ni le vent, etc. Donc, comment s'en sortir? Oui, il ne s'agit pas que de posture, il s'agit d'actes. Et l'acte, c'est une action qui est à faire par chacun de nous, en tant que consommateur, en tant que producteur, et en espérant que ce soit suivi d'un acte politique, à condition que nous reprenions les manettes sur cette politique. Parce que aujourd'hui, c'est l'État qui est souverain sur les exploitations. C'est-à-dire que, normalement, l'État devrait rendre la vie possible à chacun, et tout à l'heure nous parlions de libéralisme, mais la liberté d'entreprendre devrait être rendue possible par l'État. Or, la personne qui a quelques hectares et qui voudrait vivre de son travail devrait pouvoir le faire dans un système soi-disant libéral. Or, aujourd'hui, c'est impossible. Et c'est rendu impossible par une administration qui est utilisée comme un outil pour empêcher les petits de se développer. C'est-à-dire qu'on est à l'opposé du libéralisme. On est dans un embrigadement, une espèce de carcan administratif et financier. Et donc pour sortir de cela, il faut déjà bien l'identifier. On est pris entre les banques et l'administration. Et un des paysans qui s'est exprimé d'ailleurs dans le journal de Saône-et-Loire a dit « Mais moi, je touche des subventions, donc je trouve normal d'être contrôlé. » Mais voilà le problème. Est-ce que, d'abord, c'est normal de toucher des subventions? Est-ce que quand on travaille la terre, on ne devrait pas tout simplement ne jamais vivre de son travail et imaginer avoir besoin de subventions? Je travaille, je produis de la nourriture. Comment se fait-il que j'ai besoin de recevoir des subventions? Donc, voyez-vous, dans le langage de ce paysan, il y a déjà quelque chose qui est tordu. Je touche des subventions, il est normal qu'on fasse des contrôles chez moi. Mais non, mais il n'est pas normal il n'est absolument pas normal qu'un paysan ait besoin de toucher des subventions. Donc, est-ce que finalement cet état d'esprit, parce qu'on a bien compris que les paysans étaient pris en étau, à plus forte raison quand on parle de paysans et non pas d'exploitants agricoles qui ont désormais des fermes qui n'ont plus que le nom de ferme, quand on parle vraiment de paysans enracinés sur leurs terres, souvent des terres qu'ils ont héritées de leurs parents, est-ce que on peut se contenter de faire ce constat en disant qu'ils sont victimes et que finalement c'est le système, entre guillemets, qui les a contraints à arriver à cette situation? Ou finalement, est-ce qu'ils n'ont pas manqué de vigilance? Est-ce que parfois ils n'ont pas vu quelques facilités en voyant apparaître la possibilité de recueillir ces subventions? Est-ce qu'eux-mêmes n'ont pas une forme de culpabilité tout simplement dans ce drame? Oui, tout comme le consommateur, car j'en venais au consommateur. Le consommateur, quand il choisit la barquette de viande ou quand il choisit d'aller chez le boucher ou d'aller dans une grande surface, il fait un choix politique très important et très déterminant. Pour en revenir à l'agriculteur, au paysan, à l'éleveur, bien sûr. Mais là, je vais faire un tout petit peu d'histoire. C'est que pour moi, il y a 3 stades de destruction de la paysannerie. Il y a ce qui s'est passé en Vendée, sous la Révolution française, sous la Terreur, en 1793 donc. Il y a ce qui s'est passé en 14-18, et on peut le voir sur tous nos monuments en France. C'est majoritairement des paysans qui ont été les victimes de cette guerre,
et des paysans catholiques, parce qu'on est massivement catholique en France, tout comme en Vendée, paysans catholiques, 14-18, paysans catholiques, et aujourd'hui, paysans, et souvent catholiques. Parce que je voudrais d'ailleurs citer Jérôme Laronze, qui, dans sa lettre au journal de Saône-et-Loire, cite tout simplement la colère du juste, et cite encore mieux le passage de Jésus chassant les marchands du temple. Et il a demandé d'ailleurs dans sa lettre, comment voulez-vous chasser les marchands du temple sans un minimum de panache et voilà. Et c'est bien ce qu'il fait. Quand il chasse l'administration qui est à la solde de la finance, qui veut voir la disparition de son exploitation, il chasse bien les marchands du temple. Donc, effectivement, vous avez raison, ils ont une part de responsabilité. Pourquoi ? Parce que, autant en Vendée, c'était clair, on est venu les trucider sur place, éventrer les femmes enceintes, etc. En 14-18, on leur a fait porter la charge de la guerre. Voilà. Mais aujourd'hui, on les a entortillés dans un système qui, comme pour vous et moi dans d'autres domaines, ne vise que notre sécurité, notre bien-être. Et puis alors après, on va invoquer l'isolement du paysan, parce que c'est ce qu'on va entendre. C'est un drame de l'isolement. Mais oui, mais il est voulu cet isolement. C'est comme si nous étions en train d'assister au garrottage et à la nécrose de notre pays. Ne restera vivant qu'une espèce d'hypercéphalie parisienne, lyonnaise et marseillaise, et encore, peut-être que ce sera juste Paris, et le reste doit mourir. Non, le reste va être un désert qui sera offert en pâture à des investisseurs chinois ou des investisseurs américains qui viendront prendre nos terres agricoles et peut-être nous y faire travailler comme on le faisait dans les goulags. Alors on a vu que vous conseillez aux consommateurs de privilégier les petits commerces, notamment les bouchers, pour ce qui est de la viande, plutôt que les grandes surfaces. Mais de manière plus générale, dans votre programme, vous plaidez pour les circuits courts, vous plaidez également, on sait que c'est un combat qui vous tient à cœur, pour redonner du pouvoir aux élus locaux. Finalement, ce que vous prenez, c'est le localisme. Alors, complètement, mais je dirais au-delà de ça, peut-être pas le localisme, mais la mesure en tout, car il ne s'agit pas d'attaquer les villes au profit des campagnes, ou les campagnes au profit des villes, enfin, il s'agit de trouver l'harmonie, parce que ce qu'ont oublié les villes, c'est qu'elles vivaient des campagnes, non seulement au niveau alimentaire, mais elles vivent des campagnes au niveau spirituel, rattachement aux exigences de la nature, de la réalité. Donc le localisme, comme vous dites, pour moi, c'est un retour au bon sens, c'est-à-dire à la possible expression du bon sens. C'est qu'aujourd'hui, on n'a même pas le droit d'exprimer le bon sens. Et c'est tellement, si vous voulez, le bon sens est le pire ennemi du système qui est en train de s'installer de façon maintenant de plus en plus violente. Je crois qu'avec cette présidence toute neuve, nous allons assister à un autoritarisme qui va avoir le mérite de montrer ce qu'est vraiment la République. Donc ça, c'est un énorme avantage à la situation. Il faut prendre les choses par le bon bout, du bon côté. Merci à cette nouvelle présidence qui va enfin montrer à tout le monde ce qu'est véritablement ce régime. Et nous noterons, et là, je remercie certaines associations comme les catholiques élus qui travaillent beaucoup pour faire connaître les perversités de la loi NOTRe ou la réforme des collectivités territoriales qui était déjà lancée du temps de Nicolas Sarkozy, qui vise à faire disparaître les petits maires des petites communes, donc les maires des petites communes. Mais c'est dramatique parce que aujourd'hui, nous assistons encore une fois à une dépersonnalisation, déshumanisation de nos villes, de nos campagnes, et volontairement à la désertification de nos campagnes. Donc il est très urgent de se battre pour conserver nos communes, que nos maires gardent ou retrouve plus exactement la gestion du cadastre, des parcelles constructibles, non constructibles. La gestion de notre sol, du sol des communes, doit revenir aux maires et leurs prérogatives doivent redevenir... C'est essentiel, si vous voulez. La vascularisation de notre pays a fait sa richesse et aujourd'hui, on est en train de le dévasculariser pour faire converger les pouvoirs et l'argent vers les mêmes goulets.
Alors il y a également un autre point que vous soulevez, vous plaidez pour une réforme fiscale, notamment dans les droits de succession et dans la possibilité pour les paysans de transmettre leurs terres à leur progéniture, à leurs héritiers tout simplement. Alors oui, parce que encore une fois, ce programme ne serait en fait que le début d'une étude. Mais quand vous commencez à plancher sur ce genre de sujet, vous vous dites effectivement quel statut pour la terre. Et quel statut pour la terre? Parce que la terre, c'est vraiment l'incarnation. Elle nous nourrit, elle nous porte. C'est une mère nourricière, la terre. Est-ce qu'on a le droit de spéculer sur la terre? Est-ce que certainement pas. Et nous allons plus loin. Est-ce que le produit alimentaire, produit consommé sur place, doit seulement être taxé? Il s'agit de quelque chose de vital. Donc que nous taxions, mais de façon encore plus forte que ce qui est le cas aujourd'hui, les gadgets venant de Chine, eh bien qu'ils soient taxés un maximum, ça nous paraîtrait très intéressant, et voir donc détaxer la production locale, consommer localement, le produit qui émerge de notre sol, de l'air et de l'eau qui tombent du ciel, ne devrait pas être l'objet d'un profit pour l'État. Qui est une forme de TVA, en gros, plus basse pour les produits locaux. Alors, évidemment, c'est un projet qui demanderait, si nous avions la charge un jour d'une quelconque responsabilité, d'être patiemment et très scrupuleusement mise en place. Mais pour nous, la base est là. C'est que la terre, l'eau, le ciel devraient être regardés d'une façon très différente. Et que la financiarisation de l'agriculture qui se profile, qui même plus que ça, qui est véritablement à l'assaut, très agressive, il faut quand même se rendre compte que certaines parties de notre vignoble en Bourgogne sont entre les mains maintenant de fonds de pension, et acheter d'une façon très agressive, à grand renfort de fortes sommes, qui rendent en fait les propriétés adjacentes absolument intouchables. Exactement. Au niveau, je dirais, des taxes d'habitation qui augmentent et qui, encore une fois, font d'une pierre deux coups. On achète une parcelle très chère, on rend les autres inaccessibles aux paysans locaux. Alors j'ai une dernière question pour vous Stéphanie. On a vu que très récemment, on va dire dans cette dernière année, l'année qui vient de s'écouler, les associations de protection animale et tout particulièrement l'association L214 a diffusé de nombreuses vidéos d'abattage dans des établissements de taille plus ou moins importante, d'ailleurs pas uniquement des abattoirs industriels entre guillemets. Est-ce que votre programme prend en compte la souffrance animale et donc le bien-être animal? Alors, complètement. Je dirais même que c'est... Comme disait Francis Bacon au XVIIe siècle, on ne commande à la nature qu'en s'y conformant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a cet orgueil fou de ne pas vouloir se conformer à la nature. On veut manger des fraises en décembre, on veut manger de la viande à tous les repas, on veut... Voilà. Le problème, c'est qu'à force de ne pas vouloir se conformer à la nature, on est en train de se faire de la nature quasiment une ennemie, et puis surtout, comme on la force et on en abuse, elle renacle, elle ne rend plus ce qu'on attend d'elle. Et certaines personnes, au niveau de la microbiologie des sols, s'alarment parce que nos sols sont dangereusement devenus infertiles au niveau des grandes cultures. Abusés par les pesticides, évidemment, plus de pesticides, moins de main-d'œuvre. Donc on fait marcher Monsanto ou Bayer et en même temps on a des chômeurs. Quelle l'exclusivité de la vente de graines aussi? Exactement, parce que maintenant, tant qu'à faire, autant se pour concentrer les semences, horizontalement, verticalement, etc. Et donc pendant ce temps-là, on a des chômeurs, bien sûr. Donc je crois que... donc nous disions... Le bien-être animal. Le bien-être animal pour nous est essentiel. Il est tellement essentiel que je l'oublie dans mon argumentaire parce que on ne peut pas être en harmonie si on ne s'occupe pas de ces bêtes, si on les...
Et du coup, et bien sûr que le paysan produit pour, à terme, manger le fruit de sa production, mais l'aimer et lui donner une vie d'animal décente, l'abattre avec le moins de stress possible, c'est jouer le jeu à l'égard de l'animal, mais c'est jouer le jeu à l'égard de celui qui va manger cette viande qui n'aura pas été stressé. Et c'est une cascade de petits gestes qui font que vous vivez en harmonie dans votre milieu ou que vous en devenez complètement étranger, comme en lévitation. Et du coup, si vous voulez, le drame de la ville, c'est qu'elle s'est complètement détachée de la campagne, pensant que la campagne, c'était un peu ringard. Et l'éducation nationale, nos institutions sont bien chargées de ridiculiser le campagnard. Le problème, c'est qu'en ridiculisant le campagnard, généralement, on ridiculise ses racines, et quand on ridiculise ses racines, eh bien, on disparaît. On se vaporise, on s'atomise façon puzzle, et aujourd'hui, on ne ressemble à rien du tout. Donc il est très urgent de reprendre conscience de cette nécessité de retrouver ce juste équilibre. Il ne s'agit pas non plus de dire je ne veux plus manger de viande du tout. Non, il faut retrouver l'équilibre. Nous sommes au sommet de la création et nous avons la charge de cette création. Nous sommes des jardiniers du bon Dieu. Et donc est-ce qu'on en abuse? Est-ce qu'on ne cherche que son profit? Ou est-ce qu'on essaye d'être en harmonie le plus possible? C'est là la question. Bon, on va essayer d'être en harmonie alors. On va essayer. Merci beaucoup. Essaye, nous. Merci beaucoup Stéphanie Bignot.